Donc, je voudrais déjà commencer par m'excuser pour le report de ce webinaire qui était censé se tenir plutôt samedi. En fait, j'ai eu des contraintes liées à une formation pour laquelle j'étais l'animateur principal. Et la formation censée, n'est-ce pas, s'achever vendredi, a dû plutôt s'achever samedi. Et du coup, voilà, il fallait urgemment reporter notre webinaire. Voilà, donc je suppose que tout le monde m'écoute, voilà. Pas de son, c'est bon. Donc Arthur dit que c'est bon. Et si Arthur m'écoute, normalement tout le monde devrait pouvoir m'écouter. Quoi qu'il en soit, à la fin de la présentation, certainement demain ou après-demain, il y aura le lien de la vidéo de l'enregistrement qui sera partagé dans le groupe Telegram. Et ceux qui n'ont pas pu participer pourront pas suivre le webinaire en différé. Déjà, nous avons eu 83 inscrits à ce webinaire. Donc, j'imagine que le fait d'avoir reporté a quand même une incidence sur la participation. Parce que là, nous sommes 11, mais toutes les personnes qui se sont inscrites recevront donc l'enregistrement. OK, donc, la thématique de notre webinaire est intitulée « Principe d'un contrôle interne efficace ». Donc, on va parcourir ensemble quelques principes considérés comme fondamentaux, n'est-ce pas, pour la mise en place d'un dispositif de contrôle interne efficace. C'est ça l'objet de nos échanges au cours de ce webinaire, qui se veut, n'est-ce pas, désormais traditionnel, parce que nous l'organisons de plus en plus. Et au fur et à mesure, ces webinaires vont devenir donc hebdomadaires, donc tous les samedis ou au moins une fois par semaine. Donc, en termes de sommaire, vous avez là les grands axes de la présentation que je vais partager avec vous. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui participent à ce webinaire pour la première fois. Ensuite, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le contrôle interne en quelques mots. Je sais que vous avez déjà une bonne idée de la définition du contrôle interne, mais nous allons échanger une fois de plus sur ce que cela pourrait être. Ensuite, nous allons parler des avantages et des inconvénients, n'est-ce pas, du contrôle interne ou du dispositif de contrôle interne, avant d'évoquer donc la thématique même qui concerne les principes fondamentaux d'un bon système de contrôle interne. Déjà, dans les points précédents, les éléments que nous allons voir vont, n'est-ce pas, agrémenter davantage ces principes fondamentaux qui sont synthétisés, n'est-ce pas, dans ce point 4. Et pour sortir, donc, nous allons dire quelques mots concernant les certifications CIA et CICS. Le CIA qui est la certification en audit interne et le CICS, la certification en contrôle interne. Donc, les gens qui se sont inscrits à ce webinaire ont souhaité donc avoir davantage d'informations sur ces programmes et même sur la certification ISO 31000 qui porte sur la gestion des risques. Donc, nous n'allons pas entrer vraiment en profondeur parce qu'il y a déjà eu un webinaire
vraiment véritablement consacré à tout savoir sur ces deux programmes de certification. Donc, ceux qui n'ont pas participé à ces webinaires-là pourront retrouver, n'est-ce pas, le lien dans le groupe Telegram ou bien directement sur notre site internet dans la rubrique webinaire ou blog. Et nous allons sortir en faisant quelques questions. Donc, au fur et à mesure que je vais dérouler, vous pourrez éventuellement poser vos questions dans le chat et par la suite, donc à la fin, donc, je vais me faire le plaisir d'apporter quelques éclairages par rapport aux problématiques que vous aurez posées. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, voici une brève présentation de celui que vous écoutez en ce moment. Mon nom est là, Eric Kamenye-Fom. Eric Kamenye-Fom, disons, consultant senior dans les domaines de l'audit interne, de la gouvernance, des risques et du contrôle. De plus en plus reconnu, on va dire depuis une dizaine d'années déjà, dans ces domaines, principalement l'audit interne et progressivement dans le concept de GRC, gouvernance, risque et contrôle, ou bien gouvernance, risque et conformité. D'ailleurs, c'est des domaines dans lesquels je développe continuellement une certaine expertise et j'ai donc décroché des certifications internationales, notamment le CIA, qui est la certification en audit interne, le CRMA, qui porte sur la gestion des risques, le CGAP, qui concerne l'audit des services publics, le CICS, qui concerne le contrôle interne, le CCA, c'est également une certification en audit interne. Et plus récemment, j'ai réussi les certifications GRCP et GRCA. GRCP, c'est vraiment professionnel de la gouvernance, du risque et de la conformité. Et le GRCA, c'est auditeur de la gouvernance, du risque et de la conformité. J'ai également réussi le CEFIP, professionnel certifié en investigation de fraude. Le CESAL, c'est la lutte anti-blanchiment, spécialiste de la lutte anti-blanchiment. Et la dernière certification que j'ai réussie, c'est le CCM pour la conformité et manager certifié en conformité. En fait, c'est pour les directeurs de la conformité qui souhaitent, n'est-ce pas, se certifier. Et j'ai d'autres certifications en cours de préparation que je partagerai certainement avec vous dans les prochains webinaires. Donc, je suis directeur général de IPE, Institute of Professional Excellence. C'est un centre de formation créé en 2013 qui accompagne les candidats donc, depuis presque 10 ans dans la préparation des certifications internationales, notamment celles que je viens de citer, mais beaucoup plus, y compris les certifications dans toutes les fonctions de management de l'entreprise, ressources humaines, supply chain, etc. Le marketing et les ventes, mais nous sommes davantage reconnus pour les certifications dans les domaines de l'audit interne, de la gouvernance, du risque et de la conformité. Je suis directeur de mission chez Global Audit Conseil, cabinet d'audit dont je suis le fondateur. Président de l'Institut du contrôle interne du Cameroun. Donc, depuis quelques années, donc, nous avons l'accréditation de l'Institut du contrôle interne et que nous représentons au niveau du Cameroun et de l'Afrique francophone et pour lesquels les activités, nous les organisons, notamment la préparation de la certification CICS qui est délivrée par l'Institut du contrôle interne.
Je suis vice-président du conseil d'administration et membre fondateur de SIACA, qui est l'association camerounaise des auditeurs et contrôleurs internes. Et naturellement, consultant formateur à l'IA, à l'Institut de contrôle interne et le Global Compliance Institute, qui accompagne, n'est-ce pas, les professionnels dans les domaines de la lutte anti-blanchiment. En fait, ils ont des certifications dans les domaines de la lutte anti-blanchiment, de la conformité. Ils font même aussi ce qui, tout ce qui est KYC, Know Your Customer. Ils font la conformité, etc. etc. Donc, leurs programmes de certification sont déroulés, n'est-ce pas, par IPE, qui est leur partenaire pour le Cameroun et l'Afrique francophone. Donc, j'ai créé, il y a de cela quelques années déjà, pratiquement 5 ans, un réseau, n'est-ce pas, pour fédérer les énergies et permettre aux professionnels de l'audit, de la gouvernance, des risques et du contrôle à l'échelle continentale africaine, leur permettre donc de partager leur expérience, leurs connaissances, partager les bonnes pratiques, se soutenir mutuellement dans ce domaine qui est très sensible, notamment le domaine de l'audit, ou bien dans les fonctions de contrôle. Et le réseau Audit Connect, initialement, était sur WhatsApp. Et vu que le réseau WhatsApp est déjà plein depuis plusieurs années déjà, et qui comprend donc des professionnels à l'échelle de l'Afrique, nous avons migré vers Telegram qui offre plus de possibilités donc de fédérer, n'est-ce pas, les professionnels de l'audit à l'échelle du continent. Donc, le groupe Telegram a été créé, ça fait quelques mois, et vous pouvez donc rejoindre le groupe Telegram. Et c'est dans ce groupe donc que les futurs webinaires seront partagés avec les membres du groupe Telegram. Donc, voilà le lien Telegram que vous pouvez utiliser. Et, ou bien vous allez dans Telegram, vous recherchez tout simplement Audit Connect et vous rejoignez. À défaut, vous pouvez également nous écrire pour solliciter le lien d'ajout Telegram. Voilà, en guise d'introduction, tout est dit. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que c'est que le contrôle interne. C'est un concept qui est largement utilisé, parfois même théoriquement utilisé par les entreprises qui ont du mal parfois à cerner les tenants et les aboutissants. On ne saurait parler de contrôle interne sans, de manière tacite ou même indirecte, évoquer la notion de risque. Parce que le contrôle interne, on va dire que c'est une réponse à un risque. C'est des mesures prises pour faire face au risque. Donc, je suis toujours un peu ahuri de voir des entreprises parler de dispositifs de contrôle interne dans un environnement où la culture du risque est pratiquement à zéro. Il n'y a pas de cartographie des risques, il n'y a pas, de responsabilité par rapport à la gestion des risques qui soit intégrée dans les opérations quotidiennes, mais on a un dispositif de contrôle interne. Bon. Disons que là, c'est à peu près tiré par les cheveux. Parce qu'on parle davantage d'environnement de contrôle global qui s'appuie donc sur le système de gestion des risques d'entreprise. Et on dit le contrôle interne, c'est une réponse aux risques. En fait, c'est les mesures prises par le management pour faire face aux risques. Donc, le contrôle interne est mis en place par la direction de l'entreprise pour faire le suivi
pour faire la maîtrise, en fait, pour maîtriser davantage et de manière efficace et efficiente les opérations. Le contrôle interne vise, n'est-ce pas, à assurer ou bien à veiller à ce que le personnel et les parties prenantes adhèrent aux politiques de management, adhèrent aux politiques de protection même des actifs de l'entreprise, adhèrent aux principes comptables qui peuvent insister ou bien exiger même qu'on enregistre toutes les transactions de manière appropriée selon les principes comptables, etc. etc. Donc, le contrôle interne a pour objectif donc de s'assurer que les actifs de l'entreprise sont maîtrisés, les chiffres qui sont produits sont fiables et intègres, les opérations. Donc, si la connexion nous joue des tours, restez tout simplement au même endroit et dès que ça revient, on continue. Donc, je disais tantôt que nous sommes des auditeurs internes ou des contrôleurs internes. Notre responsabilité individuelle, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, d'un système de contrôle interne efficace et d'être capable d'évaluer. Parce que la direction et le conseil ont besoin qu'on les rassure que ce système marche bien. Ils ont besoin de savoir quel est le degré de confiance à accorder à ce système. Et ce degré de confiance va déterminer donc les procédures d'audit que nous devons mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour rassurer davantage le management. Donc, si le contrôle interne est jugé efficace, l'auditeur peut, dans le cadre de sa mission d'audit, donc, procéder à ce qu'on appelle les vérifications sélectives, c'est-à-dire prendre des échantillons, n'est-ce pas, pour juste se rassurer que voilà, le niveau d'efficacité du contrôle interne est maintenu. Par contre, si on a l'assurance que le système de contrôle interne est faible, l'auditeur interne doit vérifier, on va dire, les transactions en détail. Et même son échantillon sera beaucoup plus, aura tendance à être beaucoup plus vaste que si on est dans un environnement où le système de contrôle interne est jugé comme étant relativement efficace. Donc, le niveau d'efficacité du contrôle interne peut avoir une incidence sur le travail même que les auditeurs internes sont censés faire. Alors, qu'est-ce que cela signifie véritablement le contrôle interne? Défini tel que je l'ai présenté, il faut donc comprendre que quand on parle de système de contrôle interne, c'est en termes de couverture, de périmètre. Le dispositif de contrôle interne couvre toutes les activités de l'entreprise ou devrait couvrir toutes les activités de l'entreprise. Donc, pour lui assurer un fonctionnement efficace, puisque les risques sont inhérents à tout ce que l'entreprise fait, alors le dispositif de contrôle interne devrait également couvrir tout ce que l'entreprise fait comme activité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un processus. Vous avez le schéma devant votre écran qui indique, tel que le COSO le présente si bien, que le contrôle interne est un processus mis en place par la direction. Et il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur les aspects financiers ou comptables, non. Le COSO demande de considérer le contrôle interne du point de vue financier et non financier. Parce que tout ce qui arrive en comptabilité, par exemple, provient des activités opérationnelles, provient des processus opérationnels qui sont parfois non financiers ou non comptables. Donc, pour garantir, par exemple, que les opérations commerciales ou bien que les activités commerciales sont fiables, il peut ou il doit être nécessaire donc de s'intéresser
au contrôle interne portant sur les activités qui sont non financières. Donc, le contrôle interne a une large couverture qui inclut tellement de choses, mais tout cet ensemble vise donc à s'assurer un fonctionnement efficace et efficient de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un processus qui est mis en place par la direction. Et les objectifs sont généralement de 3 ordres, tels que le COSO le présente. On parle de fiabilité des informations financières, vous le savez. On parle des opérations qui doivent être menées de manière efficace et efficiente. Et on parle de respect des lois. Que tout le système de contrôle interne qui est mis en place vise donc à atteindre ces 3 catégories d'objectifs. Donc, nous n'allons pas entrer en profondeur dans le COSO, mais sinon, le COSO vous dit, si vous voulez mettre en place un système de contrôle interne efficace, vous avez ces composants-là à déployer. 5 composants: l'environnement de contrôle, l'évaluation des risques, les activités de contrôle, l'information et la communication et le monitoring. Donc, il y a un webinaire qui est prévu cette année sur le contrôle interne selon le modèle COSO. Donc, nous n'allons pas entrer là-dessus, là maintenant, mais sachez qu'il y a des référentiels qui existent et l'un des référentiels les plus reconnus en matière de contrôle interne, c'est bien le référentiel COSO. Et les composants, vous les avez vus devant votre petit. Donc, en résumé, par rapport à ce slide, on peut dire que le contrôle interne, c'est un système, c'est des pratiques, n'est-ce pas, mises en œuvre par la direction générale. Ce n'est pas le but interne de mettre en place le contrôle interne. Non. C'est une responsabilité opérationnelle qu'il revient au management d'assumer. Le deuxième élément à retenir, c'est que le contrôle interne couvre tout ce que l'entreprise fait. Son périmètre est vraiment vaste et cela comprend toutes les activités de l'entreprise, que ces activités soient financières ou non. Mais il ne s'agit pas seulement des domaines financiers de l'entreprise, mais également les activités qui sont non financières. Et le troisième élément, c'est que l'audit interne joue un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne. L'audit interne fait partie du système de contrôle interne de l'entreprise. Il y a d'autres acteurs qui jouent également un rôle clé. Maintenant, en termes d'objectifs, quels sont les objectifs du contrôle interne? Vous avez des schémas que j'ai pris et qui sont laissés intentionnellement en anglais pour les participants qui sont d'expression anglaise, pour qu'on fasse un équilibre entre les explications en français et, n'est-ce pas, la présentation qui a déjà fait anglo-saxon. Donc, les objectifs du contrôle interne, vous les avez là. Donc, nous avons 13 objectifs du contrôle interne qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais qui résument à suffisance, n'est-ce pas, ce qu'on pourrait attendre d'un contrôle interne efficace. Le premier objectif, c'est la conformité. Qui dit conformité peut parler de l'adhésion aux lois. Et si on est par exemple dans le domaine comptable, on peut dire l'adhésion aux principes comptables généralement acceptés. Nous sommes au Cameroun ou dans la sous-région, on va parler de OHADA. S'assurer donc que les pratiques comptables de l'entreprise sont conformes, par exemple, à OHADA ou aux normes IFRS ou à toute loi pouvant s'appliquer aux activités de l'entreprise. On peut aller au-delà pour voir même les procédures internes, okay? La conformité aux procédures internes à l'entreprise. Donc, on va dire que les processus comptables, c'est un exemple, doivent être en conformité avec ces principes-là. Et le dispositif de contrôle interne vise donc
à s'assurer de cette conformité. Le deuxième, c'est la confiance, reliance. Okay? Donc, pour accroître la confiance en les systèmes internes qui sont déployés, les processus internes qui sont déployés, l'organisation doit suivre certaines pratiques. Si on est dans le domaine comptable, des pratiques comptables, afin de réduire les risques de fraude, par exemple. Donc, si vous voulez avoir davantage confiance en les processus internes qui sont déployés, vous devez mettre en place des contrôles internes qui visent à réduire les risques, notamment les risques de fraude. Le troisième élément, c'est la sauvegarde. On parle parfois de sauvegarde des actifs ou autres. Mais il s'agit de mettre en place des mécanismes pour protéger, par exemple, les comptes. Si on reste dans la comptabilité, je sais que beaucoup sont familiers, des activités comptables, c'est pour ça qu'on prend ça comme exemple, mais cela peut s'appliquer à toutes les activités de l'entreprise. Donc, protéger les comptes, protéger par exemple les employés, les mesures de sécurité mises en œuvre pour protéger les employés, protéger les actifs de l'entreprise, notamment en mettant en place des politiques, des règles, etc. Okay? Donc, la sauvegarde des actifs, qu'ils soient physiques ou non, est un objectif clé du contrôle interne. L'autre élément, c'est la sécurité. Par exemple, assurer la sécurité des clients, des employés, des biens de l'entreprise, notamment les stocks. On peut mettre en place des systèmes de sécurité physique, notamment les agents de sécurité, les serrures sur les portes et les fenêtres, etc. Les dispositifs anti-vol. Et tous ces éléments sont utilisés pour assurer la sécurité. Et aujourd'hui, avec la digitalisation tout azimut, on parle davantage de sécurité logique, on parle même de cybersécurité pour protéger contre les cyberattaques, etc. L'efficacité accrue. En fait, le contrôle interne permet d'aider les directeurs ou les directions des ressources humaines à améliorer la performance organisationnelle, à garder un contrôle adéquat sur les ressources humaines de l'entreprise, sur les activités commerciales pour atteindre le niveau de performance souhaité ou le niveau d'efficacité maximale souhaité. Okay? Donc, avec un bon dispositif de contrôle interne, on peut s'assurer que les ressources humaines de l'entreprise travaillent à un niveau optimal. L'évaluation, le dispositif de contrôle interne est utilisé comme un élément permettant d'évaluer l'efficacité d'une activité. On peut évaluer par exemple le système comptable à travers des indicateurs, notamment est-ce que les transactions sont autorisées, L'examen et la correction, review and correction. Le dispositif de contrôle interne qui est mis en place va nous permettre donc d'examiner le fonctionnement de l'entreprise, de pouvoir localiser même les points faibles, les points forts dans les opérations et de pouvoir prendre des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement. C'est en cela qu'on parle de revue et correction, ou examen et correction. L'autre élément, c'est l'autorisation. Parce qu'à travers le contrôle interne, on s'assure que les activités qui sont menées reçoivent l'autorisation appropriée. Notamment les achats pour acheter. Est-ce que les personnes autorisées ont validé les ventes, etc. etc. Les stocks. L'autre élément également, c'est la délégation. Parce qu'un bon système de contrôle interne repose sur une bonne séparation des tâches. La répartition du travail entre les employés, entre tous les membres du personnel qui doivent travailler de manière cohérente. Et tout cela ne peut être possible
que s'il y a un bon système de délégation en place, qui fait partie du système de contrôle interne. Une planification appropriée ou bien précise. Donc, le système de contrôle interne va permettre de s'assurer que voilà, le personnel fait exactement ce qu'il a à faire, notamment que chacun assume pleinement son rôle en matière de planification du travail, parce que ça va suivre le cycle PDCA, que vous connaissez, Plan, Do, Check, Act. Est-ce que les activités ont été planifiées? Est-ce qu'on a exécuté ce qu'on a planifié, notamment avec les budgets et autres? Est-ce qu'on a contrôlé si ce qui est exécuté est conforme à la planification? Et est-ce qu'on a agi sur les lacunes, par exemple? L'utilisation des ressources, le contrôle interne doit permettre donc de s'assurer que toutes les ressources qui sont déployées au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les hommes, les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources logistiques, notamment les machines et autres, sont utilisées de manière optimale. Okay? La sauvegarde des ressources, l'utilisation des ressources, ça c'est le point 11 qu'on vient de voir. Le point 12, donc, c'est la sauvegarde, la protection. Il s'agit de protéger ces ressources-là contre la mauvaise gestion, contre les fraudes, et s'assurer que les activités de l'entreprise sont menées conformément à tous les référentiels. J'ai dit les ressources là, c'est les ressources humaines, les hommes, les ressources matérielles, les équipements, et les ressources financières, l'argent, et les ressources logistiques, notamment les machines et autres. Donc voilà, synthétisé en 13 points, les objectifs d'un bon système de contrôle interne. Les avantages du contrôle interne ne vont pas vraiment s'éloigner de ces objectifs-là. Donc, on a identifié quatre grands avantages du contrôle interne. On a identifié donc quatre grands avantages du contrôle interne. Le premier, c'est la détection des erreurs et des fraudes. Et ça va de soi. Le système de contrôle interne, lorsqu'il est bien structuré, permet de s'assurer que le travail effectué par un employé dans un process est automatiquement vérifié par un autre employé, surtout à l'insu du premier. Donc, c'est ça qu'on dit checks and balances. C'est-à-dire que le travail de l'un est vérifié par l'autre. Donc, dans un environnement comme celui-là, toutes les fraudes commises sont mises en évidence, puisque un employé est utilisé pour contrôler ce que fait l'autre. Donc, naturellement, sauf dans les cas de collusion. C'est pour ça qu'on verra que la collusion est une limite inhérente à l'activité de contrôle interne. Le deuxième, c'est vraiment la réduction en termes de temps et en termes de ressources. D'abord, le temps. Le contrôle interne permet de gagner en temps. Parce que quand un système de contrôle interne, et je l'ai dit, pour ce qui nous concerne même en tant qu'auditeur, quand il y a un système de contrôle interne efficace en place, l'auditeur, au lieu de procéder à une vérification élargie, par exemple des opérations, peut procéder par sondage, échantillonnage, et peut limiter même la taille de son échantillon pour s'assurer que voilà, les écritures sont fiables, exactes, dans les livres par exemple. Donc, il peut achever son travail d'audit, préparer les rapports dans les délais. Et ça, c'est pour le cas de l'audit. Et c'est la même chose pour toutes les entités opérationnelles. C'est-à-dire que quand il y a un bon système de contrôle interne en place, tout le monde n'est pas plus efficient dans son travail parce que tout peut être fait plus rapidement. Le troisième point, c'est une marge minimale pour les erreurs et les fraudes. Donc, ça rejoint un peu le premier point.
Dans un bon système de contrôle interne, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque employé ne fait que le travail qu'il lui est demandé de faire. C'est-à-dire que les responsabilités individuelles sont clairement délimitées. Les tâches sont clairement assignées. Et l'entreprise s'assure que la conscience professionnelle de chaque employé est maintenue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le travail d'un employé est contrôlé par un autre. Donc, les chances de commettre une erreur, de commettre une fraude sont moindres que s'il n'y avait pas de système de contrôle interne en place. Le quatrième et dernier avantage, c'est l'efficacité opérationnelle. Donc, le contrôle interne facilite la fixation des objectifs, des responsabilités, l'absence d'erreurs telles qu'on l'a dit dans le travail, la précision. Avec un bon système de contrôle interne, même le reporting est plus précis, plus détaillé. La fiabilité, l'authenticité des informations et progressivement avec la maturité du contrôle interne, on peut même éradiquer l'inefficacité. On peut éradiquer, pour exagérer un peu, les questions de fraude, de vol, etc. Donc, le système de contrôle interne permet à la direction d'évaluer les performances des employés sur tous les plans. Et tous ces éléments-là vont contribuer donc à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans son ensemble. Donc, voilà quelques avantages que je vous invite à garder à l'esprit en ce qui concerne le système de contrôle interne. Il y a également quelques inconvénients. J'en ai listé 9. Le premier, c'est au niveau de la structure organisationnelle. Pourquoi? Parce que les déficiences dans la structure organisationnelle, même dans l'organigramme, peut rendre le contrôle interne vraiment inefficace. Si vous n'avez pas, je dois vous dire qu'on ne contrôle pas ce qui est mal organisé. Okay? Si vous avez une structure organisationnelle totalement inefficace, tout le système de contrôle interne qui sera mis en place par la suite ne vaudra pas grand-chose. Raison pour laquelle, dans l'environnement de contrôle, l'un des éléments, c'est la structure organisationnelle. On le verra quand on parlera de COSO dans le prochain webinaire. La taille même de l'entreprise peut constituer une limite. Bon, les inconvénients ici, c'est les limites, hein. C'est beaucoup plus les limites. Dans ce sens où les petites entreprises peuvent avoir des systèmes de contrôle interne, on va dire très faibles, ou des niveaux de contrôle interne très bas ou négligeables. En raison de quoi? En raison du fait que les propriétaires de l'entreprise ou bien la direction peut agir au quotidien de manière informelle, à travers des notes de service, à travers des décisions, à travers des échanges verbaux avec le personnel. Donc, c'est en fonction de la taille de l'entreprise qu'on peut décider donc, de mettre en place un système de contrôle interne formel. Les transactions inhabituelles. L'une des limites du contrôle interne, c'est que ça ne permet pas forcément d'empêcher ou bien de contrôler efficacement les transactions inhabituelles. Peut-être de les détecter, mais beaucoup moins de les anticiper. Okay? Parce que si, par exemple, une entreprise consomme en termes d'énergie électrique 50 000 francs par mois et que d'un mois à l'autre, ça passe à 500 000, le contrôle interne ne va pas prévenir forcément cela, mais peut être utilisé comme un outil pour détecter et analyser donc, ce qui s'est passé. Coûteux, c'est l'un des inconvénients également ou des limites. La mise en œuvre des dispositifs efficaces de contrôle interne, comme on est en train de l'appréhender, peut coûter très cher. Okay? La mise en œuvre des procédures, mais des processus tels qu'on le déploie, implique donc des coûts. Et ces coûts-là, ça peut être en termes de temps,
Ça peut être en termes d'efforts, ça peut être en termes de ressources ou une combinaison de tout cela. Les ressources financières notamment. L'abus du pouvoir, c'est également une autre limite parce que les membres de la direction qui ont le pouvoir et l'autorité de mettre en place le contrôle interne peuvent également contourner ou passer outre, n'est-ce pas, le dispositif de contrôle interne mis en place. Okay? Je dis souvent qu'il est très facile pour un DG de contourner le contrôle. Il vous demande de lui apporter l'argent, même si la procédure demande de procéder autrement. Okay? Il a l'autorité, il a le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'en matière de contrôle interne, on dit que l'exemple doit venir d'en haut et le contrôle interne doit avoir le soutien total de la direction générale qui est chargée même de l'implémenter. La collusion également, c'est l'une des limites parce qu'on aura beau séparer les tâches, mais il n'y a pas de remède miracle contre la collusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher aux gens de s'entendre. Il est toujours possible qu'une ou deux personnes s'entendent pour commettre un acte. Et du coup, la séparation des tâches qui a été mise en place devient complètement inefficace. Okay? L'obsolescence. Il faut comprendre que le contrôle interne ou le système peut devenir, on va dire, obsolète ou redondant au fil du temps s'il n'est pas mis à jour. Donc, il doit être mis à jour en fonction de l'évolution, de la taille, de la nature même des activités de l'entreprise, des ambitions de l'entreprise. Le système doit être régulièrement évalué et mis à jour. L'erreur humaine, c'est également l'une des limites les plus reconnues parce que le contrôle interne repose sur les êtres humains. Les êtres humains eux-mêmes ne sont pas infaillibles. Donc, le contrôle interne peut échouer parce qu'il y a la possibilité d'erreur humaine. Les mesures de suivi fréquentes. Okay? Les procédures de suivi doivent être vraiment régulières pour assurer l'efficacité du contrôle interne. Ça veut dire que le système de contrôle interne repose sur un bon suivi ou une bonne surveillance. C'est pour ça que la dernière composante du COSO, c'est bien la surveillance. Et la surveillance peut prendre énormément de temps. Et c'est à ce niveau même que l'audit intervient le plus. Alors, quels sont les principes d'un bon système de contrôle interne? Ça va rejoindre tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, et c'est bien listé là. Le premier principe, on va prendre par exemple le cas de la comptabilité. Okay? Le premier principe, c'est que vous ne pouvez pas mettre en place un système de contrôle interne efficace sans avoir un bon système comptable. Donc, un système comptable bien conçu est un principe clé du contrôle interne. Donc, le contrôle interne doit prévoir un système de contrôle, un système comptable bien conçu. Okay? Parce que les activités financières, comptables, voilà, doivent être en place. Ils doivent obéir à des référentiels. On a parlé de OADA, IFRS, etc. etc. Et pour que l'activité comptable et financière fonctionne bien, il faut assurer une bonne séparation des tâches dans ces activités sensibles. Donc, ça doit être complètement séparé des autres activités. Le deuxième, c'est un personnel compétent. C'est le deuxième principe. Okay? Donc, dans tout système de contrôle interne, le personnel est l'élément le plus important. Donc, lorsque l'employé est compétent et efficace dans son travail, le système de contrôle interne peut fonctionner de manière efficace et efficiente également. Même si certains des autres éléments qu'on va citer là sont absents, la compétence du personnel seul peut, n'est-ce pas, permettre à l'entreprise de marquer des pas en avant, voilà, même s'il y a des défaillances à d'autres niveaux.
La division du travail, on a parlé de ça. Là, c'est la répartition du travail entre les employés. Que les gens doivent avoir des job descriptions, par exemple, qui permettent de diviser le travail. Il doit avoir une cartographie des processus qui définit les étapes dans l'exécution de certaines tâches ou de certaines opérations. Et la responsabilité individuelle doit être attribuée aux employés en fonction de leurs compétences, en fonction de leur expertise également. Le quatrième élément, c'est une bonne séparation de la responsabilité opérationnelle par rapport à la tenue, par exemple, des dossiers. Donc là, c'est un exemple de séparation de tâches. Parce qu'il y a la séparation des tâches qui doit être matérialisée entre les différents départements qui ne doivent pas être responsables des activités incompatibles. Et maintenant, la séparation des tâches à l'intérieur même d'un même département. Donc, un département qui est chargé, n'est-ce pas, de réaliser les opérations, est-ce que le même département doit tenir les dossiers? La réponse, c'est non. Et si vous réalisez des opérations, par exemple, c'est pour ça que les archives sont parfois complètement détachées des activités qui ont mené ces opérations-là. Pour éviter la tendance à manipuler les résultats, à manipuler les archives, etc. Donc, pour garantir la fiabilité des documents, des informations, la tenue des documents doit être séparée de la responsabilité opérationnelle du service qui a mené les activités. Toujours en matière de séparation des tâches, on va parler de séparation entre la garde des actifs et la comptabilisation. Est-ce que quelqu'un peut acheter du stock, le comptabiliser et lui-même garder ce stock-là? En matière de contrôle interne, c'est une très mauvaise pratique. Okay? Donc, pour se protéger contre l'utilisation abusive des actifs et même leur détournement, il est absolument nécessaire que la garde des actifs et leur comptabilité soient effectuées par des personnes distinctes. Pour ne pas dire des départements même distincts. Donc, qu'il n'en soit pas des personnes distinctes. Parce que lorsqu'une même personne exerce les deux fonctions, il y a un risque. Si moi-même j'achète quelque chose, je le comptabilise et cette chose, c'est moi-même qui dois l'utiliser, il y a un risque important. Parce qu'elle peut utiliser les actifs de l'entreprise pour ses intérêts personnels. Ou bien même déclarer l'acquisition des actifs qui n'existent pas. Puisqu'elle a la possibilité de modifier les registres, etc. Donc, c'est compliqué. La supervision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déléguer des responsabilités aux gens, ce n'est pas abandonner. Donc, les directeurs doivent assumer pleinement leur rôle de supervision, examiner les opérations et déterminer des intervalles réguliers et même fréquents pour examiner pas certaines opérations bien ciblées. Notamment, il faut faire des évaluations. Par exemple, comparer les résultats de cette période avec les résultats des périodes précédentes. Cela permet de déceler des écarts éventuels qui nécessitent donc un examen plus approfondi. Par exemple, lorsque le contrôle budgétaire, si on est dans les budgets, est utilisé, l'attention sera portée naturellement sur les écarts et les explications requises. S'il y a des écarts budgétaires, on va forcément demander que les gens s'expliquent. Mais là, ça ne peut être possible que si le management assume son rôle de supervision des activités. Et de temps en temps, on peut avoir même des évaluations spéciales qui sont menées par des cabinets externes, par l'audit interne, ou par d'autres organes, sur des activités telles que les stocks, sur les salaires, etc., etc.
Donc, il y a plusieurs niveaux de supervision qui doivent être mis en place pour assurer le bon système de contrôle interne. Le dernier élément là, ou l'avant-dernier, c'est des pratiques saines. En fait, les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques-là doivent reposer sur les politiques, des procédures bien établies, sur des délégations de responsabilités bien établies, et que l'égalité des chances soit promue au sein de l'entreprise. Parce que tous les employés doivent se sentir à l'aise, vu que le contrôle interne repose sur les employés. Donc, il faut mettre en place de bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines, de bonnes pratiques en matière de gestion des carrières, de bonnes pratiques salariales, de bonnes pratiques au niveau de la performance, etc. etc. Et responsabiliser individuellement chaque employé en matière de contrôle interne. Et on doit arriver à un moment où personne ne peut échapper vraiment à sa responsabilité individuelle en matière de contrôle interne, surtout lorsque les performances ne sont pas satisfaisantes. Le fait de se rejeter les fautes. Un bon système de contrôle interne permet, je crois qu'on évite cela. L'audit interne également fait partie de l'ensemble du système de contrôle interne. Et vous savez ce que c'est que l'audit. La particularité, c'est qu'il doit fonctionner indépendamment du contrôle interne. Et en aucun cas, la responsabilité du contrôle interne ne doit incomber à l'audit interne. Parce que l'audit interne doit être neutre pour exercer dans le troisième niveau de contrôle interne. Parce qu'on va faire également un webinaire sur les 3 lignes de défense d'un système de contrôle interne efficace. Et vous verrez donc à quel niveau est-ce que l'audit interne se positionne. Parce que, bon, c'est un organe qui doit faire une évaluation indépendante de l'activité au sein de l'organisation, notamment en évaluant donc son dispositif de contrôle interne, de gouvernance et même de gestion des risques. Les types de contrôle interne. Les types de contrôle interne. En fait, c'est les catégories de contrôle interne à utiliser dans une entreprise. Cela est fonction des exigences liées à l'activité, de la nature de l'activité, etc., etc. Mais en général, toutes les littératures et les bonnes pratiques s'accordent à dire qu'il existe 3 types de contrôle interne dans une entreprise. Il y a les contrôles préventifs, il y a les contrôles détectives, il y a les contrôles correctifs. Et ces 3 types-là sont essentiels pour un système de contrôle interne efficace. Et comme on va le voir, hein, du point de vue qualité, les contrôles préventifs sont encore plus essentiels parce qu'ils sont proactifs et ils mettent l'accent sur l'anticipation. Alors que les détectives, c'est beaucoup plus l'identification des risques qui sont survenus. Mais les contrôles détectives jouent également un rôle essentiel. Parce que si les contrôles préventifs échouent, il faut bien des mécanismes pour les détecter. Donc, le premier type, c'est préventif. Ce sont des contrôles qui sont conçus pour décourager les erreurs, les irrégularités et les empêcher de se produire. Donc, c'est des contrôles qui agissent en amont. C'est la première couche. Donc, c'est des contrôles proactifs, comme je l'ai dit. Et ça permet de s'assurer que les objectifs sont atteints ou seront atteints. Okay. Quelques exemples de contrôle préventif, ça peut être la séparation des tâches. On en a parlé. Le fait de répartir les tâches entre différentes personnes pour réduire le risque d'erreur, le risque d'action inappropriée. Okay. Là, c'est le contrôle préventif. Le fait d'exiger que les documents, certaines transactions soient approuvées par le directeur, c'est un contrôle préventif. L'enregistrement des transactions, même la mise en place de la comptabilité peut entrer dans le contrôle préventif, etc., etc. Les approbations, les autorisations, les vérifications qui sont faites
sont des contrôles préventifs. Parce que la direction autorise les employés à exercer ou à effectuer même certaines activités, à exécuter certaines transactions dans le cadre des limites qui sont fixées. Cette autorisation-là, c'est un contrôle préventif. Parce que la direction va préciser les activités ou les transactions qui doivent être approuvées par un superviseur avant d'être effectuées ou exécutées par l'employé. Donc, l'approbation du superviseur en ce moment, qu'elle soit manuelle hein, ou électronique, implique que le superviseur la vérifie et valide que l'activité ou la transaction est conforme aux politiques et procédures établies. Un autre contrôle préventif, ça peut être voilà, le contrôle de sécurisation des actifs et tout ça là, et davantage pour limiter par exemple l'accès aux équipements, l'accès au stock, l'accès aux titres, l'accès à l'argent liquide même, et à d'autres formes d'actifs. Restreindre vraiment l'accès à ces différents actifs et périodiquement les compter et tout ça. Là, on entre déjà dans les contrôles détectifs. Mais le fait de dire que ça doit être compté dans les procédures, c'est un contrôle préventif. Les contrôles détectifs donc sont conçus pour trouver les erreurs qui se sont produites, les irrégularités après qu'elles se soient produites. Donc, on a les contrôles préventifs qui agissent avant que l'erreur ne soit produite et les contrôles détectifs qui interviennent après que l'erreur se soit produite. Et là, on peut citer, par exemple, les examens de performance ou les évaluations de performance, où la direction peut comparer les informations relatives à la performance de l'entreprise par rapport au budget, par rapport aux prévisions, par rapport aux périodes précédentes, comme on l'a dit, par rapport à d'autres points de référence, dans l'optique de mesurer le degré de réalisation des buts et des objectifs et d'identifier les résultats inattendus ou les conditions inhabituelles qui nécessitent un suivi. Donc, toutes les évaluations qui sont faites, tous les examens qui sont faits, même le fait de faire les inventaires dans les contrôles détectives, les différents rapprochements qui sont faits. Lorsqu'un employé, par exemple, met en relation un ensemble, différents ensembles de données, identifie, examine les différences, prend les mesures correctives, etc., etc. Tout cela entre dans le contrôle détectif. Les audits, même, la plupart des audits, la plupart disons, certaines catégories d'audits que nous menons sont classées comme des contrôles détectifs. Surtout lorsque les auditeurs viennent toujours après coup. Okay? Mais sinon, avec l'orientation des audits par rapport aux risques, les audits proactifs tendent à être de plus en plus reconnus. Les contrôles correctifs, par contre, visent à corriger les erreurs et les irrégularités dès qu'elles sont détectées. Si vous avez un antivirus dans une machine, son rôle, c'est un module prévention, un module détection des virus, et il doit avoir un module correction. Une fois que le virus est détecté, il faut bien l'écraser. Okay? Donc, voilà les trois types de contrôle interne qu'on retrouve dans les entreprises. Maintenant, le rôle de l'auditeur interne dans l'évaluation du système de contrôle interne, on l'a déjà dit. La première chose, c'est de comprendre le système de contrôle interne. C'est pour ça qu'on doit se former. Auditeur, contrôleur interne, conformité et tout ça. Vous devez vous former sur le système de contrôle interne. J'ai parlé des certifications tout à l'heure. Ça devrait vous interpeller. Et vous devriez, n'est-ce pas, vous engager, notamment dans les démarches de certification, pour avoir ce corpus de connaissances qui est un corpus de bonnes pratiques, en fait, en matière de contrôle interne. Donc, l'auditeur doit comprendre le système de contrôle interne, non seulement en étudiant les bonnes pratiques qu'on peut retrouver dans le programme de certification, mais surtout
en discutant avec le personnel différents niveaux de l'entreprise. Okay? Et j'ai dit, il y a des manuels de documents qui peuvent vous permettre même de comprendre une fonction sans forcément discuter de manière étendue avec les entités. Par exemple, l'audit des achats. Vous avez des documents sur les plateformes de vente en ligne, sur l'audit des achats, l'audit des ventes, etc., qui vous donne déjà, n'est-ce pas, un aperçu des bonnes pratiques. Déterminer sa fiabilité. On a dit que c'est la direction qui met en place le contrôle interne et l'audit interne doit, à travers ses évaluations, donc, se prononcer sur la fiabilité, l'efficacité même du dispositif de contrôle interne. Okay? Donc, il est du devoir de l'auditeur interne de rassurer la direction, le conseil, que le dispositif de contrôle interne marche bien. Déterminer son caractère adéquat. Donc, l'auditeur doit appliquer les divers tests de conformité pour déterminer le caractère adéquat du système de contrôle interne qui est mis en place. Le dernier, donc, c'est passer en revue et évaluer. L'auditeur examine, évalue de manière critique le système de contrôle interne pour déterminer si les opérations sont menées de manière efficace. Donc, lorsque le système de contrôle interne est vraiment bon, le travail de l'auditeur interne devient facile. Hein. On va dire que plus le système de contrôle interne est faible, plus voilà, l'auditeur a vraiment du mal à, ou bien devra mouiller le maillot. Par exemple, si une activité n'a même pas de procédure, vous comprenez que le travail de l'auditeur devient encore plus difficile. Maintenant, en termes de méthodes d'évaluation du système de contrôle interne, c'est quelques méthodes que j'ai évoquées là, parce qu'il y en a tellement. On peut adopter une approche narrative, une approche d'enregistrement, donc il s'agit de décrire de manière complète et exhaustive le système de contrôle interne. Vous pouvez prendre votre livre, votre feuille et décrire de manière narrative donc, le système de contrôle interne. Donc, cette méthode est appropriée généralement dans les cas où le système de contrôle interne formel fait défaut. Donc, il n'existe pas un système de contrôle interne formel. Alors, on doit pouvoir décrire les pratiques. Okay? Notamment dans le cas des petites entreprises, hein, où il faut prendre un livre et une feuille et essayer de décrire ce qui se passe. Bon, ce qui est évident, c'est que parfois il est difficile d'identifier les lacunes en utilisant ce type de méthode. C'est très difficile parce qu'il s'agit d'une méthode narrative. Il y a ce qu'on appelle les checklists ou les listes de contrôle. C'est une série d'instructions qu'un membre du personnel d'audit est tenu de suivre. Donc, vous pouvez faire votre checklist, le faire signer par le directeur de l'audit ou bien par toute autre autorité et le suivre, ou bien même le personnel. Hein, et si on vous dit par exemple que au niveau de la gestion, de la maintenance préventive des véhicules, le chauffeur, avant de démarrer, doit contrôler le niveau d'huile, vérifier le freinage, vérifier la pression d'air dans les pneus, etc. On peut constituer une checklist. Et maintenant, s'assurer que chaque matin, voilà, ces instructions-là sont suivies. Il y a les flowcharts, les diagrammes de flux, qui sont des représentations graphiques du système de contrôle interne et qui décrit les différents éléments tels que les opérations, les processus, les points de contrôle pour donner à l'auditeur une vision concise et complète du fonctionnement de l'entreprise ou bien même du fonctionnement du processus qu'on veut auditer.
Donc, un flowchart concret décrit le processus de collecte des documents, les personnes impliquées dans cette opération, les flux d'informations, notamment comment le document va circuler à travers différents départements, la tenue des registres ou des archives, le flux de marchandises, le traitement, etc. Bref, le flowchart va schématiser donc, n'est-ce pas, le flux d'informations, de produits, etc., dans une chaîne. On peut utiliser les questionnaires de contrôle interne. Donc, chaque méthode peut faire l'objet d'un webinaire, juste pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on élabore une checklist de contrôle efficace, comment est-ce qu'on utilise les flowcharts pour schématiser les contrôles et l'utilisation des questionnaires de contrôle interne. Donc, c'est la méthode la plus utilisée pour collecter les informations concernant le système de contrôle interne. Mais là, ça implique, n'est-ce pas, de poser des questions à différentes personnes, à différents niveaux de l'entreprise. Donc, on conçoit des questionnaires préétablis pour s'assurer qu'une quantité d'informations pertinentes soit collectée. Donc, maintenant, le véritable challenge se trouve au niveau de comment est-ce qu'on formule les questions et dans quel but est-ce que certaines questions sont formulées d'une certaine façon et quels sont les types de réponses attendues. Donc, généralement, on formule de telle sorte que les réponses oui veulent dire quelque chose, et les réponses non veulent dire forcément quelque chose et induit, n'est-ce pas, des actions supplémentaires à mener. Par exemple, respectez-vous la procédure de quand vous dites non, cela veut dire tout simplement que voilà, les choses ne sont pas bien faites et qu'il faut aller creuser davantage. Donc voilà à peu près le statut ou bien l'essence des principes fondamentaux du contrôle interne tel qu'il doit être mis en œuvre au sein de l'entreprise. Donc, je ne saurais terminer ma présentation donc, sans parler des certifications internationales, que beaucoup ont manifesté un intérêt là-dessus. Voilà les certifications qui sont prévues pour cette année auprès de IPE et qui vous intéressent, principalement le CIA, certification en audit interne, et la certification des spécialistes du contrôle interne. Et il y a également ISO 31 qui peut vous intéresser. Et maintenant, ceux qui aiment bien les questions de blanchiment d'argent peuvent faire le AMLS ou bien d'autres certifications. Hein. Il y a le supply chain, comme je l'ai dit, les ressources humaines, la gestion de la performance, le piratage informatique, l'amélioration des processus d'entreprise, la gestion des inventaires ou des stocks et des certifications en management des opérations et de la production. Tout cela, ce sont des certifications qui sont prévues dans notre plan de formation 2022. Il y a également une certification en audit des systèmes d'information, le CISA, et la certification en gestion des projets qui pourrait éventuellement vous intéresser. Donc, beaucoup ont manifesté un intérêt par rapport au CIA. Le CIA, c'est vraiment l'unique certification en audit interne reconnue à travers le monde. On dénombre pratiquement 250 000 certifiés dans le monde. Et c'est une certification qui est reconnue dans tous les secteurs d'activité, dans plusieurs pays. Et ce programme est basé donc sur un ensemble de bonnes pratiques en matière d'audit interne qui sont condensées dans le CRIP, le cadre de référence. Pourquoi être certifié? Il y a beaucoup de raisons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la certification vous apporte énormément en termes de potentiel de carrière. Parce que là, ça prouve que vous maîtrisez le domaine, l'audit interne, que vous avez une expertise avant, et cela renforce votre crédibilité au sein du domaine que vous avez choisi, notamment l'audit interne. Vos connaissances sont naturellement développées parce que je vous ai dit qu'il s'agit d'un condensé de bonnes pratiques
Et la certification a ceci de particulier que ça vous oblige à vous améliorer en continu. Vos compétences sont reconnues parce que la certification est reconnue dans pratiquement tous les pays, à la différence des diplômes académiques que nous avons. Donc, vous pouvez accéder donc à de nouvelles opportunités de carrière, que ce soit avec le CIA ou le CICS, c'est la même chose, ou toutes les autres certifications que je présente. Vous gagnez en respect, vous vous distinguez, et vous pouvez avoir même un potentiel de gain de moins 51%. C'est des études qui ont été menées par l'IA. Pour que les certifiés, parfois, ont un potentiel de gain de 51% dès qu'ils obtiennent leur certification. Le CIA a 3 parties. Il y a 3 examens à réussir. La partie 1, c'est 125 questions à choix multiples pour une durée de 2h30. La partie 2, c'est 100 questions à choix multiples pour une durée de 2 heures. Et la partie 3, c'est la même chose, 100 questions à choix multiples pour une durée de 2 heures également. Donc, il y a un webinaire que nous avons fait il y a quelques semaines pour tout savoir sur la certification en audit interne CIA. Je dis, vous pouvez retrouver cela sur notre site internet ou dans le groupe Telegram de Audit Connect. Dans la partie 1, comme je l'ai dit, c'est vraiment les fondations de l'audit, les fondamentaux. C'est intitulé l'essentiel de l'audit interne. On ne va pas entrer dans le détail, mais il y a pratiquement 6 sections ou chapitres, si vous voulez, dans cette partie. Les fondations de l'audit, l'indépendance et l'objectivité, la compétence et la conscience fonctionnelle, le programme d'assurance qualité, la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle et les risques de fraude. Donc ça, c'est le programme du CII partie 1 qui est détaillé dans ce webinaire dont je vous parle, qui est un webinaire de plus de 2h30 consacré donc à la présentation du CII et du CICS. La partie 2, c'est la pratique de l'audit. Dans la 1, on voit comment les fondamentaux. Dans la 2, on va aller plus loin pour voir comment est-ce qu'on pratique ce métier, comment est-ce qu'on gère le département de l'audit, et ensuite comment est-ce qu'on conduit une mission d'audit, notamment en termes de planification, d'exécution, de communication des résultats et de suivi des actions. Et la partie 3, donc, on va faire le tour de l'entreprise pour comprendre les processus clés, notamment le business acumen. On va voir les processus qui sont considérés comme les processus vraiment critiques au sein de l'entreprise. Et ensuite, certains processus seront pris de manière distincte, notamment la gestion financière, les technologies de l'information, la sécurité de l'information, pour mettre un accent particulier sur ces questions, sans lesquelles aucun auditeur ne peut être considéré comme véritablement compétent. Parce que les audits portent donc sur ces éléments qu'on voit dans le CIE 3. Donc, on va dire que dans le CIE 3, on vous apprend à comprendre l'entreprise que vous êtes censé auditer, à comprendre les fonctions et les processus que vous êtes censé auditer. Dans les tarifs, on ne va pas entrer là-dedans, mais sinon, en tant que particulier, les frais de formation pour chaque partie, c'est 350 000. Et pour les entreprises, c'est 500 000. Et la formation se déroule en cours du soir, en ligne, peu importe où vous êtes, vous pouvez faire la formation sans problème. Et en cours du soir, c'est 3 fois par semaine, pendant 15 semaines pour les 3 parties, donc 5 semaines par partie. Et comme documentation, vous avez le choix entre le kit CIA Learning System, qui est uniquement en anglais, malheureusement, et le kit CIA Success Exam, qui a réussi à faire une traduction française et qui coûte 100 000 francs pour chaque partie. Le CIA Learning System, c'est 498 000 par là pour les 3 parties. Donc ça, c'est en termes de documentation. Et les frais d'examen également, vous pouvez trouver sur le net. C'est exprimé en dollars. C'est vrai qu'au moment de payer, ça coûte un peu plus que cela. Mais sinon, voilà les tarifs en dollars pour les membres de l'IA et pour les non-membres. Il faut déjà
être membre de l'IA pour bénéficier des tarifs membres. Il y a également des tarifs pour étudiants. Donc, on n'a pas forcément des étudiants ici. De l'autre côté, on a la certification des spécialistes du contrôle interne qui est directement liée à la présentation de ce soir. Et cette certification est délivrée par l'Institut du contrôle interne. Donc, comme l'IA pour l'audit interne, l'Institut du contrôle interne est la seule organisation mondiale consacrée exclusivement au contrôle interne et à la gouvernance. Ils font tellement de choses et au niveau du Cameroun, donc, nous les représentons et nous fournissons les méthodes de contrôle interne, les directives de contrôle interne, les principes de contrôle interne, les bonnes pratiques en matière de contrôle interne, notamment à travers des webinaires comme ce que vous suivez après. Donc, IPE est partenaire stratégique de l'Institut du contrôle interne et nous avons mis en place l'Institut du contrôle interne du Cameroun. Donc, pour faire le CICS, vous devez être membre de l'Institut du contrôle interne du Cameroun. Donc, le CICS, parfois les gens confondent cela avec le CIA. Non. On va voir dans le CIA que les auditeurs, et on l'a dit dans la présentation, l'audit interne ne conçoit pas les contrôles, ne les met pas en place. C'est la direction qui est censée le faire. L'audit interne est censé venir évaluer les contrôles qui ont été mis en place par la direction générale. Et la direction met en place les contrôles à travers les contrôleurs internes. C'est pour ça que le CICS forme les contrôleurs internes ou les auditeurs dans la conception et l'implémentation des contrôles. Mais il ne s'agit pas seulement de venir auditer, mais d'être capable de concevoir et d'implémenter. Donc, vous avez mon diplôme à l'écran là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le certificat Internal Control Specialist. Maintenant, en termes de critères d'éligibilité, dans le webinaire que j'ai cité, tout cela est détaillé. Mais si vous avez au moins 6 années d'expérience, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas le bac. Mais si vous avez une licence, vous justifiez de 3 années d'expérience, un master, 2 années d'expérience, un doctorat, 1 année d'expérience. Donc, le nombre d'années d'expérience varie en fonction du niveau académique. Et dans ce programme CICS, qu'est-ce qu'on voit? On va vous parler des concepts du contrôle interne. On va voir la gestion des risques. Comment est-ce qu'on évalue les risques? Comment est-ce qu'on conçoit le contrôle environnementaux, pardon. Parce qu'on va voir qu'il y a 3 niveaux de contrôle. Les contrôles environnementaux, les contrôles au niveau des systèmes ou des applications, et les contrôles au niveau des transactions. On va voir comment est-ce qu'on les conçoit, comment est-ce qu'on les évalue. On va voir les contrôles et les mesures statistiques. On va voir comment est-ce qu'on mesure le contrôle, et comment est-ce qu'on fait des rapports sur le contrôle, comment est-ce qu'on gère les défauts et les défaillances. Et il y a tout un gros chapitre consacré également à la gouvernance. Et le dernier point donc va tourner autour de la loi Sarbanes-Oxley. Parce qu'à la base, ces certifications sont américaines. Dans l'examen pour le CICS, vous avez 96 questions à choix multiples pour une durée de 75 minutes. Et le candidat doit répondre correctement à 75% des questions pour passer son examen. Donc, on passe l'examen. Pour ceux qui composent en anglais, on programme votre examen sur le site SCP de l'Institut du contrôle interne, ou bien ceux qui veulent passer en français. Il y a une plateforme que nous avons mis en place avec l'Institut du contrôle interne pour les candidats francophones. Donc, pour les candidats qui sont à IPE, qui peuvent passer l'examen en français. Donc, voilà pour les tarifs. Plutôt pour les particuliers, je crois que ça fait 1 490 000 par là. Le coût global qui inclut le manuel de préparation, la formation, l'adhésion à l'Institut de contrôle interne du Cameroun, adhésion sur 3 ans. Les adhésions sont nivelées et les frais d'examen CICS.
Donc, les options en termes de formation, vous pouvez vous former en mode cours du jour ou en mode cours du soir, je l'ai déjà dit. Et 98% des candidats sont en ligne dans différents pays. Donc, vous avez le choix, vous pouvez venir en salle si ça vous arrange. Mais sinon, vous pouvez vous former à partir du confort de votre maison ou bureau sans aucun problème. Il vous suffit d'avoir un laptop et une connexion Internet. Voilà pour notre présentation concernant les principes fondamentaux pour un contrôle interne efficace. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires concernant les programmes de certification, vous avez les numéros de téléphone qui sont là, qui sont également des numéros WhatsApp. Vous avez l'adresse email qui est là, auquel vous pouvez écrire. Et vous avez notre site internet pour toute inscription, parce que vous pouvez payer en ligne avec votre carte Visa, votre Mastercard, votre PayPal, avec les méthodes de paiement mobile. Pour les candidats qui sont en Cameroun. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent payer par carte Visa. Et vous pouvez également procéder par transfert d'argent, par virement bancaire. Voilà.